je suis chercheur scientifique, c'est ça qui me donne un peu la légitimité d'être devant vous aujourd'hui, de ce côté-là de la table ronde. Par contre, il est clair que c'est moi qui parle et pas le CIRAD, je ne représente pas le CIRAD aujourd'hui, c'est important que ça soit clair. La deuxième chose, c'est que je suis agronome et biogéochimiste du sol, c'est-à-dire que je m'intéresse au cycle des éléments dans les systèmes agricoles, en particulier ce qui se passe à l'interface entre le sol et la plante, et je regarde le rôle du sol dans le cycle de ces éléments. Et donc ça veut dire que je ne suis pas spécialiste de tout ce qui concerne les sols, même si vous pouvez vous dire que c'est une petite partie de la question qu'on traite de la table ronde de ce matin et encore plus des 2 jours de l'université du CZLR. Et donc ça veut dire ça que je ne suis pas absolument spécialiste de tout ce qui concerne les sols, et donc j'essaierai d'éclairer dans les réponses que j'apporterai ce qui est vraiment au cœur de ma spécialité et ce qui est un peu plus périphérique pour que vous puissiez vous faire un avis qui soit à la hauteur de mon niveau de compétence sur cette question. J'en viens maintenant aux propos dont je voulais vous parler, où j'ai légèrement fait évoluer le titre que j'avais donné initialement, qui était Mythes et réalités sur la santé des sols, en repensant en fait à la remarque que me font quasiment la totalité des gens, que ce soit des gens de la famille, des connaissances, qui me posent la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, et que je leur dis que je suis chercheur et que je travaille sur la santé des sols agricoles. En général, la réponse quasi systématique, c'est ah bah alors dis-donc, il doit y avoir sacrément des choses à faire, et ça ne va pas être folichon la santé des sols agricoles. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé mon exposé « Les sols agricoles sont-ils vraiment en si mauvaise santé ?» Mon but dans les 10 minutes qui viennent, c'est pas de vous dire si c'est oui ou si non. D'ailleurs, ça sera à vous de le savoir à l'issue de la table ronde, quel avis vous avez sur la question. On apportera des éléments de réponse dans le débat. Mais c'est plutôt de poser les éléments qui sont derrière cette notion de santé des sols, qui, pour la plupart des gens, n'est pas du tout quelque chose d'évident. La première des choses sur lesquelles je voulais revenir, parce que c'est pas toujours complètement clair dans la tête des gens, qu'est-ce que c'est que le sol? D'accord? Donc le sol, c'est un milieu à 4 dimensions. Les 2 évidentes, c'est celle qu'on a quand on se balade dans un paysage et qu'on voit le sol, parce qu'il est pas du tout complètement recouvert par la végétation, et on marche dessus. Donc c'est les 2 dimensions de surface, tout le monde voit ça, et on sait que quand on marche, on est en haut, en bas, à un endroit ou un autre de la région, la couleur ne va pas être la même, il va y avoir des cailloux, il n'y en aura pas, etc. Donc le sol change en surface. Évidemment, la 3e dimension, en général, qu'on a en tête, c'est que le sol, en un endroit donné, change aussi avec la profondeur. Il change de couleur. On a ce qu'on appelle des horizons avec la profondeur qui peut être de quelques dizaines de centimètres, et parfois plusieurs mètres de profondeur. On voit ça typiquement quand on a des fossés qui sont creusés en bordure de route. On voit en général apparaître le sol jusqu'à la roche-mère qui est dans la plupart des cas ce qui est à l'origine de la fraction minérale du sol. Le sol étant, en particulier en surface, un mélange entre cette fraction minérale et la matière organique qui est apportée par des organismes vivants qui meurent à la surface du sol, et donc les composés organiques se mélangent à la matière minérale et qui donnent un certain nombre de propriétés au sol. La dernière dimension, qui est très peu perceptible pour nous, êtres humains, c'est la dimension temporelle. Un sol naturel, entre guillemets, c'est-à-dire indépendamment de l'intervention humaine, se forme entre plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'années, ce qui fait du sol un compartiment de l'environnement qui est non renouvelable à l'échelle humaine. D'accord ? Et ça, c'est une dimension qu'on a du mal à percevoir, parce qu'en fait, ce temps-là est nécessaire pour donner des propriétés qu'on a énormément de difficultés, c'est pas complètement impossible, mais c'est difficile de reproduire à l'échelle humaine des propriétés comme ça. Ce qui veut dire que quand on va faire perdre au sol par des interventions humaines certaines de ses propriétés, on aura du mal à les reconstruire à l'échelle humaine. J'en viens maintenant à la deuxième aspect, qui est la question de la définition des termes, donc la santé du sol, mais autour de ces termes-là, d'autres termes qu'on entend classiquement, la qualité du sol, la fertilité du sol, qui sont parfois utilisés comme des synonymes. Alors je vous le dis tout de suite, ceux qui sont amateurs de définitions un peu poétiques autour de l'hypothèse Gaïa, qui verraient les compartiments de l'environnement, voire la planète entière, par analogie ou dans l'absolu comme un être vivant, la démarche, la communauté scientifique n'est pas du tout dans ce type de définition-là autour de la question de la santé du sol, sol vu comme un compartiment physique de l'environnement. La première définition, qui est liée à la métrique de mesure de cette santé des sols, c'est qu'on considère que c'est un niveau effectif de performance. Ici, si vous avez par exemple 2 sols, un sol A, un sol B, peu importe, je prendrai un exemple tout à l'heure, ce qu'on appelle la qualité, c'est le potentiel de réalisation de fonctions du sol, par exemple, celui de fertilité qui est lié à la
capacité à permettre la production, la croissance de plantes et donc la production agricole, végétale sur ce sol-là. Vous allez avoir des sols, par exemple, pour produire du blé, et ben les sols de la bordure de la région parisienne, les sols de Beauce, ont un potentiel plus élevé que les sols très caillouteux du nord de Montpellier, par exemple. D'accord ? Par contre, après, intervient en particulier ce que fait l'homme dessus, et va déterminer la manière dont se réalise ce potentiel. C'est ce que vous avez en bleu. Et là, on peut avoir des niveaux de réalisation très différents, en fonction des intrants qu'on va utiliser, en fonction des pratiques agricoles. Et on peut très bien avoir, y compris dans les sols qui ont un très grand potentiel, une réalisation effective, c'est-à-dire par exemple un rendement de culture, qui peut être pas plus élevé que dans un sol qui n'a pas un potentiel de départ lié à ses propriétés intrinsèques, on pourrait dire naturelles, qui sont au départ bien plus faibles. Et la deuxième chose qui est très directement liée à ça, c'est que la santé du sol est exprimée à travers les interventions humaines. Là, c'est un exemple que je vous donne pour expliquer ça. Je le donne pour la canne à sucre. Je travaille au CIRAD, donc plutôt sur les agricultures dites au sud, dans les régions chaudes du globe. Donc je vais vous parler de canne à sucre, mais il y aurait exactement le même type de résultat en termes de proportion pour le blé, par exemple. Donc vous avez ici les rendements de la canne à sucre, où on a eu une chronologie depuis la fin du 19e siècle jusqu'à, grosso modo, aujourd'hui. On voit une augmentation du rendement d'environ 15 tonnes à l'hectare. Donc ça, c'était en gros la canne à sucre qu'on faisait venir sur l'île, qui était très peu sélectionnée, avec aucun intrant, ni produit phytosanitaire, ni engrais. Voilà le type de rendement qu'on était en mesure d'obtenir, en moyenne. Et aujourd'hui, vous voyez que ça n'a rien d'exceptionnel. En moyenne, on est autour de 75-80 tonnes à l'hectare, donc on est 5 fois plus élevé. Et cette différence-là, c'est l'intervention humaine qui la génère. La sélection végétale, par exemple des choses dont a parlé Thierry tout à l'heure, ce dont parlera Fabrice après, les traitements phytosanitaires. À La Réunion, c'est en particulier les herbicides. Et pour finir, par exemple, tout ce qui est la gestion de la fertilité du sol, la gestion des engrais. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est que la santé du sol se réalise à travers les activités humaines. Donc ça ne nous donne pas une définition, ça nous dit comment on le mesure et qu'est-ce qui intervient dedans. Donc après, en termes réellement de définition, il y a deux grandes façons d'approcher la notion de santé des sols. La première, qui est probablement celle qui est la plus au cœur même de la notion de santé des sols, c'est en fait la définition, et là je reviens sur ce qui a été dit dans l'introduction par Nicolas, c'est une vision en fait très assumée comme ça, anthropocentrique. Ce sont les grandes fonctions que rendent les sols et qui nous rendent des services, nous, aux sociétés humaines. Donc dans ces fonctions, pour les sols agricoles, la récente expertise collective qui a été pilotée par l'INRAE a identifié 6 grandes fonctions. Donc, par exemple, la régulation de l'eau, à la fois donc, des flux d'eau. Quand il pleut, en fait, une grande partie de l'eau est stockée dans les sols, quand on leur permet de le faire, bien entendu. Et il faut par exemple avoir des ordres de grandeur en tête. Sur 1 mètre carré en surface, le sol est capable de stocker en moyenne environ 200 litres d'eau. Donc on n'est pas en train de parler d'une bouteille d'eau qu'on verse, hein, d'accord ? Donc c'est des quantités d'eau très importantes. Et le sol est également capable de filtrer l'eau en lien avec une deuxième grande fonction qui est la régulation des flux de contaminants dans l'environnement. Nicolas, dans son introduction, parlait de résidus, que ce soit d'engrais dits chimiques ou de résidus chimiques, de métaux lourds, de résidus pharmaceutiques, de produits phytosanitaires. Le sol est un milieu qui retient, qui a des capacités de rétention très importantes et qui est capable de retenir des contaminants, notamment pour filtrer l'eau qui circule. Pour vous donner un ordre d'idée, les capacités de rétention du sol en fait, sont liées notamment à la surface développée du sol. Si vous prenez par exemple 1 gramme de sol, vous avez 20 mètres carrés de surface réelle exposée à l'ensemble des éléments, l'eau et des éléments qui contiennent l'eau, qui vont interagir avec la face solide du sol. Ce qui est très loin d'être directement perceptible. On n'imaginerait pas que dans 1 gramme de sol, on a 20 mètres carrés de surface exposée. En moyenne, bien sûr. Une troisième fonction importante, le stockage de carbone. Bon, comme je vous l'ai dit, une partie de ce qui fait le sol, c'est le fait de mélanger la matière minérale à la matière organique qui est en surface. Et ça, c'est très important puisqu'à l'échelle planétaire, le sol est le deuxième plus grand stock de carbone mondial. Derrière le stock de carbone des océans, mais devant, j'insiste, devant le stock de carbone qui est dans la végétation elle-même. D'accord ? La végétation qui est sur les sols. Donc c'est évidemment un stock de carbone très important et qui est actionnable, c'est-à-dire qu'on peut, en fonction des pratiques qu'on a, déstocker massivement du carbone ou au contraire stocker massivement du carbone dans les sols.
Quatrième fonction, la fourniture, alors le terme est un petit peu savant, de nutriments à la biocénose, c'est-à-dire le fait que le sol contient des éléments nutritifs, de l'azote, du phosphore, du calcium, du magnésium, etc., qu'il peut stocker et donner à l'ensemble des êtres vivants, bien sûr, parmi ces êtres vivants, les plantes qu'on cultive sur les sols. Ça, c'est ce qui est... Encore 2 minutes, très bien. Il me reste 2 diapos. Donc, sur ces fournitures de nutriments, en fait, c'est ça qui est le support de ce qu'on appelle la fertilité du sol, qui est donc une des fonctions assurées par le sol. On a ensuite le support de biodiversité. Évidemment, si le sol n'est pas un être vivant, il en contient énormément, et on estime même, en lien avec les mesures qui ont été faites et qui ont été publiées récemment, que c'est même probablement le premier réservoir de biodiversité à l'échelle mondiale, c'est-à-dire le compartiment de l'environnement qui héberge la plus grande diversité d'organismes parmi les différents compartiments de l'environnement. Donc c'est évidemment un rôle très important, avec des fonctions qui sont diverses derrière, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et enfin, je ne m'étendrai pas là-dessus, une fonction qui est très transversale aux précédentes, c'est l'entretien de la structure du sol. Ça nous paraît évident, mais c'est en fait assez miraculeux d'avoir un milieu, le sol, qui est à la fois meuble, c'est-à-dire qui est capable, on peut le bouger, on peut le travailler, et en même temps qui est dur, on peut reposer, on peut marcher dessus, construire des bâtiments dessus. Et ça, c'est des propriétés assez exceptionnelles d'avoir un milieu qui est capable de faire ça. Donc ça, ce type de fonction, c'est typiquement utilisé pour permettre des estimations de la santé du sol, cette vision via les fonctions du sol, plutôt à des échelles locales, au niveau des parcelles agricoles, au niveau du paysage agricole ou de territoire, où on va mesurer différents indicateurs de santé des sols. Ici, c'était dans des systèmes de production d'EVA, en fonction du niveau de diversification végétale associé à l'EVA, où on voit qu'on a différents indicateurs, c'est les couleurs, je ne rentre pas dans le détail, qui changent en fonction du niveau de diversification végétale. La deuxième grande façon de voir ça, qui est en général plus facile pour sensibiliser le grand public à la préservation de la santé des sols, c'est de s'intéresser plutôt aux menaces qui pèsent sur les sols et qui altèrent les fonctions que rendent les sols. Je ne vais pas rentrer dans des grands détails sur ces fonctions, mais il y a des fonctions qui sont liées plutôt à la gestion de l'état physique du sol, l'érosion, donc la perte de particules de sol, le tassement du sol, quand on fait passer des engins dessus, la perte de biodiversité, la perte de carbone, en lien avec les fonctions d'entretien de la biodiversité et de stockage de carbone, la salinisation, l'acidification des sols, la perte des nutriments ou au contraire les excès d'apport de nutriments qui, en partant vers l'eau, vont entraîner de l'eutrophisation, par exemple, et les phénomènes de contamination du sol qui peuvent contaminer, par exemple, nos denrées alimentaires, d'origine végétale ou animale. Donc ça, c'est une façon de voir la santé des sols qui a été utilisée à l'échelle de l'Union européenne pour produire un observatoire de la santé des sols à l'échelle de l'Union européenne. J'ai ciblé ici la carte pour y trouver le tableau de bord de la santé des sols de l'Union européenne sur Internet, où vous voyez sur la France, en vert, c'est quand il n'y a aucune de ces dégradations qui est observée, et ça peut aller jusqu'à 8 dégradations cumulées en un même endroit. Donc le chiffre donné à l'échelle de l'Union européenne pour les sols agricoles, c'est 90% des sols agricoles de l'Union européenne sont touchés par au moins une dégradation. Est-ce que ça veut dire que les sols sont en bonne ou en mauvaise santé? Ce n'est pas du tout aussi simple d'y répondre. Donc j'en terminerai cette introduction par 3 éléments. Tout d'abord, le sol, c'est un milieu, vous l'aurez compris, qui a des propriétés qui nous permettent d'assurer de nombreuses fonctions essentielles au développement des sociétés humaines. D'accord ? La deuxième chose, c'est que la santé des sols, c'est vu comme étant le niveau de réalisation de ces fonctions et éventuellement les menaces qui pèsent sur la réalisation de ces fonctions. Et enfin, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à la tête, c'est que la notion de santé des sols s'exprime à travers les activités humaines qui déterminent le niveau de santé des sols et qui peuvent donc dégrader cette santé, mais aussi la restaurer, voire l'améliorer relativement à ce qu'elle était naturellement, c'est-à-dire en l'absence d'intervention humaine. Merci pour votre attention.